Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanda Selamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts, des entrevues avec une Edwige qui sortent invariablement, inlassablement chaque semaine, tous les lundis, tous les jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Selamuka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour une heure environ avec notre amie la Major Ilialana à la section de liaison de la division terrestre de la Prakanda Selamuka. Bonjour Ilialana, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Bonjour, mais je vais très bien, je vous remercie beaucoup. Et vous, en forme ? Oui, tout bien, merci. Alors, comme chacun a pu s'en apercevoir, eh bien, nous sommes toujours sur la plateforme de YouTube, puisque notre vidéo podcast numéro 5, qui était le responsable en fait de nos actions d'intimidation et de harcèlement, eh bien, nous a été rendu avec les excuses de YouTube. Après que l'Edwige ait fait appel de cette décision en les traitant quasiment de collaborateurs de l'ennemi, en leur annonçant que leur fin était bientôt arrivée. Enfin bon, moi, franchement j'y croyais pas, mais bon, ça tient du miracle, quasiment. Pourtant, Dieu sait qui censure. Et ça concernait l'élection de Biden, ce qui est la remettre en cause, cette élection, c'est la remettre en question sa légitimité et a été considérée comme étant illégale. Enfin bon, voilà. Donc finalement, tout va bien, avec une vigilance renforcée quand même côté Edwige, parce que histoire de pas trop s'exposer aux risques, aux aléas de ce genre éventuellement. Enfin, si ça s'est pas fait entre-temps, et si ça n'a touché que ce sujet, il y a peu de chance pour le reste. Enfin, soyons prudents, il vaut mieux. Oui, vous voyez, vous étiez inquiet un peu concernant ces situations. Nous, pas du tout. Bon, s'il avait fallu partir, on serait parti à la limite. C'est pas vraiment un gros problème. Donc, non, ça s'est très bien passé. En général, on fait comme ça, on fait ce qu'on veut, on tape dedans. Bon, il y a que Facebook, Facebook, eux, ils sont irréductibles. Il y a vraiment pas moyen, même pas, il y a plus moyen de leur dire bonjour, même, à la limite. Alors, finalement, ça n'a aucune importance. L'intérêt est d'avancer, mais je vous dis, il y a pas de souci, de toute façon, il y avait vraiment pas de quoi s'en faire. Ça fait un petit rebondissement comme ça, et puis c'est tout, sans plus. Eh ben tant mieux, c'est que des bonnes nouvelles. Alors, nous voici réunis pour la 46e entrevue avec une Edwige. 46 déjà. Oh là là, ça fait quand même pas mal de questions auxquelles il a été répondu. Alors j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions, plus ou moins, 6, 7. Bon, avant de venir aux questions donc en elles-mêmes, j'aimerais que nous parlions, si ça ne vous dérange pas, bien sûr, Iliana, j'aimerais que nous parlions de cet extrait cette chanson que vous avez chantée, l'extrait de cette chanson que vous avez chantée la dernière fois. Alors, à l'heure où on enregistre cette émission, la vidéo podcast qui la contient n'est pas encore parue, n'est pas encore sortie. Donc, à cette heure d'enregistrement, personne ne l'a encore entendue. Mais je m'attends à une réaction, parce que figurez-vous que par le plus grand des hasards, qui n'existe pas, comme chacun le sait, je suis tombé sur une vidéo sur Internet de cette chanson. Finalement, ça m'a remis le souvenir du film Bodyguard en mémoire. Et puis, bon, en furetant un peu sur Internet comme ça, je suis tombé dessus. Et en fait, c'est une Asiatique, je crois, qui chante ça, cette chanson. Et figurez-vous que j'ai reconnu je sais pas comment dire, la prononciation. C'était pas votre voix, mais la prononciation était strictement identique à ce que vous avez chanté, la manière de le chanter, de l'interpréter. Et là, je me suis dit, oulala, si moi je le trouve, quelqu'un le trouvera, et on va se faire bombarder de questions. Oui, c'est de l'arnaque, elle n'a pas chanté, vous avez truqué un fichier son, enfin, comme ça c'est souvent fait à la limite. Et j'ai pas tellement envie de
de vous soumettre à l'obligation de vous justifier, de vous défendre à chaque fois qu'on dépasse un petit peu le cadre des simples questions-réponses. Et j'aimerais que vous m'en parliez, tout simplement, si ça vous dérange pas. Comme ça, si ça arrive, eh bien, on pourra renvoyer à cette vidéo podcast numéro 46 pour avoir la réponse. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde, finalement. Donc, est-ce que vous voyez de qui je parle d'abord quand je parle d'une Asiatique qui chantait une chanson? Je m'y attendais un peu, mais pas de votre part, par contre. Je pensais qu'on m'en poserait la question. Mais bon, peu importe. Ben oui, évidemment, oui. Je crois qu'elle est coréenne. Je l'ai connue quand j'étais en Chine. Je trouvais qu'elle chantait vraiment très bien. Elle a une voix magnifique. Alors, ce qu'il faut comprendre, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut. Les gens ont du mal à se faire avec l'idée que les Edwige n'appartiennent pas à ce monde. Nous ne sommes pas extraites de ce monde, nous ne sommes pas faites de ce monde de matière qui vous entoure, comme c'est le cas de tout un chacun d'entre vous. Nous sommes simplement juxtaposés à ce monde. Alors, la chanson, bon, je l'ai interprétée comme elle, tout simplement parce que mais avec extrême précision. Tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé sa façon d'interpréter. Je l'interprétais de la même manière. Quand l'Edwige chante, quand on chante chez nous, ce n'est pas un exercice activant des cordes vocales, c'est vibratoire, c'est une fréquence qui émet. Bon, ça prend la même forme chez nous, hein, on ouvre la bouche, on chante. Mais c'est pas le même phénomène que sur le physique. En fait, le plan physique reproduit grâce à des mécanismes articulaires et musculaires, les choses qui se passent sur les plans subtils. En fait, on copie de manière plus lourde ce qui se passe sur les plans subtils. Mais quand on est chez nous, on n'a pas besoin d'apprendre à chanter. Ici, il faut apprendre. Même quelqu'un qui a un talent extraordinaire, un petit ou une petite prodige de la chanson, son talent sera remarqué et on va lui donner des cours pour lui apprendre les techniques de maîtrise de ça. Nous, on prend pas de cours, on peut pas, on n'a pas le temps, on a largement d'autres choses à faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on copie, mais on copie parfaitement à l'identique. On est extrêmement mimétique. C'est la seule chose qui nous permet de pouvoir apprendre tout ce qu'on a appris. En général, on observe, on reproduit, on améliore, on optimise. Et au final, on est bien meilleur que le modèle qui nous a servi de modèle. Voilà, c'est tout. Donc, moi, j'ai été particulièrement sensible par la façon de chanter donc de cette fille. Et j'ai souhaité faire. Alors, je l'ai entendu pas mal chaque fois. Enfin, j'ai pas tellement l'occasion, j'ai pas acheté de disque, quelque chose comme ça, mais chaque fois qu'il m'était donné l'occasion de l'écouter, ou de l'entendre en tout cas, je faisais attention et dans ma tête, j'essayais de reproduire sa manière de chanter. Et en fait, ça marche très bien et j'ai trouvé ça très joli. Donc, quand je chante dans la matière, eh bien, sur le plan physique, ça m'arrive pour moi, hein, je le fais comme ça. Je fais comme ça d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte un jour. Enfin, n'importe l'endroit où j'étais, quoi, qui m'a entendu chanter. Il m'a dit, écoutez, il faut absolument que venez, je vais vous faire entrer dans le circuit de la distribution du disque, je vais vous faire un enregistrement. Je dis non, je vous remercie, je chante juste pour moi. Mais vous vous rendez compte, vous pouvez pas chanter que pour vous, c'est criminel, il faut faire profiter les gens. J'ai essayé de lui expliquer que ça m'intéressait pas, j'ai eu du mal à m'en débarrasser. Bon. Mais c'est vrai que on a le talent de pouvoir copier ce qui est talentueux. Alors forcément, c'est quand même intéressant. En termes de résultats, il faut qu'on obtienne le meilleur résultat possible. Au départ, notre problème, c'était de discriminer entre ce qui était bon, valable, et ce qui n'était pas. On n'avait pas tellement de points de comparaison. Il a fallu brasser énormément d'informations pour sentir la différence entre ce qui était de qualité et ce qui ne l'était pas. Hein. Quelqu'un qui est en train de faire la cuisine, on le regarde, on se dit il sait ce qu'il fait, c'est comme ça qu'il faut faire, et puis en fait pas du tout, il fait n'importe quoi, c'est déjà arrivé. Hein. Donc il nous a fallu pas mal de temps pour comprendre ce qui était la qualité, ce qui ne l'était pas, en termes de résultats toujours. C'est pour ça qu'il y a des sœurs qui sont quelques sœurs à moi qui cuisinent, mais je vous garantis, ça vaut un 5 étoiles dans un restaurant de prestige. C'est extraordinaire. En fait, on est
on est excellente en toutes choses à partir du moment où on a un bon modèle. À partir de nous-mêmes, sur le plan physique, on peut rien faire. On est obligé de copier. On peut pas, non, à la limite, on peut prendre des cours de cuisine, mais vous vous rendez compte le temps que ça prend. Le Year Dark a demandé que le maximum d'entre nous, surtout vraiment dans la partie très active des contingents, que le maximum de filles soient capables de piloter un hélicoptère. Alors, bon, ça s'est fait. Mais comment croyez-vous qu'on ait appris à piloter un hélicoptère? On s'est engagé pour 3 ans dans l'armée, on s'est inscrit au cours de pilotage d'hélicoptère. Non, hein, ça prend un temps fou et puis ça nous mobilise complètement. Non, on a regardé comment faisaient les gens qui savaient piloter correctement. Et on a copié trait pour trait chaque réflexe, chaque réaction, chaque connaissance, chaque manière d'envisager la vision du tableau de bord, etc., pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, à quel moment. Et quand on avait un panel assez large, finalement, d'exemples comportementaux en pilotant, eh bien, on a su reproduire ça exactement les données et optimiser finalement nos acquis. Mais on est obligé d'observer, on est obligé de reproduire ce qu'on voit, ce qu'on entend, même ce que les gens ressentent. Pour nous faufiler dans certains segments de la civilisation de l'ennemi, il a fallu qu'on puisse se comporter comme des gens qui le fréquentaient de près, avec des types comportementaux très précis. Il a fallu regarder comment les autres faisaient pour reproduire exactement. Et ensuite, introduire des éléments d'amélioration, etc. Pour tout, ça a été comme ça. Et là, c'est pareil. Là, j'ai chanté un petit morceau qui me revenait, je l'ai pas retenu par cœur. Mais ce morceau est accompagné d'une jolie musique, il y a un piano, il y a un petit orchestre qui est là. C'était à la télé, hein. Et à un moment donné, tout s'arrête et elle chante a cappella, le morceau que j'ai chanté moi. J'ai trouvé ça vraiment joli. Et sa capacité à pouvoir chanter sans musique, et ça m'a marqué. Et du coup, j'ai chanté, puisqu'il fallait chanter a cappella, mais j'ai chanté ce segment-là, mais comme elle, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, j'ai aucun talent en particulier, j'ai que le talent de reproduire les choses que je dois. Alors, bon, voilà, c'est ce que je fais. J'essaie de le faire correctement, apparemment, je pense que c'est assez bien. Enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ah ben c'est super, je suis absolument ravi d'avoir l'explication, d'avoir de me faire expliquer finalement comment vous fonctionnez, comment l'Edwige fonctionne. Je pense que ça intéresse tout le monde, ça, de toute façon. Hein. Alors bon, les amis, voilà pourquoi Iliana chante très bien. De toute façon, à partir du moment où quelqu'un est talentueux, c'est qu'il a appris quelque chose et qu'il s'est rendu maître de ce qu'il a appris. Eh bien, elles font pareil, mais effectivement par mimétisme et non pas par apprentissage cognitif. Oh là là, qu'est-ce que vous parlez bien. Oh là là. Ah ben voilà. Ben c'est ça, effectivement. Mais c'est la seule manière qu'on a de faire. C'est la seule manière de faire vite et bien. Un être humain ne pourrait pas se contenter d'observer comme ça, faire les choses simplement en accumulant la théorie et puis regarder et reproduire. Enfin, peut-être si, il y en a certainement, mais c'est très exceptionnel. Ces gens-là sont considérés comme des génies. Ben, nous, on fait tout ça et on le fait de manière à optimiser et améliorer pour avoir quelque chose de véritablement au top de ce qui se fait. Être obligatoirement meilleur que tous les meilleurs réunis. C'est absolument indispensable. Alors, on a cette capacité, on la met à exécution systématique. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette explication. Je pense que ce sera apprécié. Voilà. Eh bien, donc on va pouvoir attaquer maintenant, rentrer dans le vif du sujet. Alors, avant, je vais encore ouvrir une parenthèse, excusez-moi. Je voudrais demander aux amis qui ont la gentillesse de nous envoyer des questions, d'essayer d'éviter, autant que possible, d'envoyer des formulaires en doublon. Du genre, on envoie 1, 2, 3 formulaires avec copier-coller exactement les mêmes questions, histoire que il ait plus de chances d'être choisi, on va dire. Ça c'est contre-productif pour tout le monde parce que ça nous demande beaucoup de travail. Il faut recouper les informations. On risque de créer des doublons à l'enregistrement aussi. Et puis, c'est assez pénible pour tout le monde. Donc, de toute façon, vous ne serez pas forcément choisi plus vite.
pour autant. Donc s'il vous plaît, ne faites pas, contentez-vous d'un formulaire par type de question ou par question, hein, et puis et ça se passera très bien. Voilà, juste pour le message avec mes remerciements anticipés. Bon, eh bien, on peut y aller. Vous êtes prête, Eliana? Vous êtes déjà chauffée avec, en nous racontant vos bases d'apprentissage. On peut y aller? On commence? Ah bon, on n'a pas encore commencé? Bah alors, ce que vous faites? J'attends vous, hein. Oui, je vous écoute, allez-y. Je vous trouve bien guillerette aujourd'hui, Eliana. Vous êtes plus rigolote que d'habitude, prompte à rire. C'est vrai, j'espère que ça vous gêne pas, hein. Oh, bien sûr que non, tout au contraire. Mais il y a une raison? Ah oui, absolument. J'ai une très bonne raison pour ça. Oui, vous m'envoyez ravi. On peut savoir, peut-être. Peut-être. Non. Ça a le mérite d'être sans équivoque, ça Non, aussi. je peux pas vraiment. Excusez-moi, je suis désolée, mais c'est vrai, je peux pas trop m'avancer dans ce... Disons que on sait maintenant que lorsque les biches sont heureuses, elles ont tendance à rire et être particulièrement joviales. Eh bien, si j'ai de bonnes raisons, c'est que j'ai de très bonnes raisons aussi d'être heureuse. Et vu la raison pour laquelle je me trouve ici, il n'y a pas grand-chose qui soit capable de me rendre joyeuse à part une satisfaisante avancée de la raison pour laquelle je me trouve ici, parmi les êtres humains. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, hein, vous en tirez vos conclusions vous-même. Eh ben allez, l'essentiel c'est que ça aille bien. Absolument, c'est ce que je pense. Bon allez, sans plus tarder, puisqu'il est déjà tard. Hein. Première question de Michel. Bonjour à vous deux, merci pour votre réponse, Eliana, à ma question dans la vidéo précédente, numéro 42. Précédente, plus ou moins. Ma question, cette fois-ci, est basique. Pourquoi, entre parenthèses seulement, le français est-il véhiculé dans vos diffusions, blogs, vidéos, forums, peut-être pas les audios, et à l'Archimagistère en général? Est-ce une raison particulière? Merci pour votre travail, à vous deux, particulièrement à Eliana. Ah ouais, particulièrement à Eliana. Merci Michel, merci. Alors Oh là là. Bah alors, qu'est-ce qui vous fait rire? Ce qui me fait rire, c'est que Michel pose exactement la même question qu'il a posée dans la vidéo podcast numéro 12. Alors, Michel, si vous voulez bien, je suis certaine que c'est vous, hein, vous êtes le même Michel. Rapportez-vous à la réponse de la vidéo podcast numéro 12. Vous aurez à nouveau votre réponse. Voilà. Ah bon, il repose exactement la même question que 30 vidéos en arrière? Non, c'est rien. Ah oui, je le dirai pas sinon. Elle a peut-être pas écouté la vidéo dans laquelle vous avez apporté la réponse. Et trouvant que ça faisait long, bah, il la repose. Non? C'est relativement improbable. Enfin, disons que vidéo podcast numéro 12, la réponse s'y trouve. Voilà. Ah ben voilà, ça c'est traitement rapide. Donc, message additionnel, continuez sur votre lancée, merci. Bon, on va tâcher, ne pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà, bon intervenant suivant, Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Stéphane qui devient de nos nouveaux habitués. Alors, première question de sa part. Bonjour cher Eliana, cher présentateur. Comme il est décrit dans différentes religions et sur certains dessins de civilisations apparemment anciennes, y a-t-il un dôme au-dessus de la Terre? Si oui, peut-on le franchir? Si l'on monte en altitude indéfiniment, où peut-on arriver dans l'espace? En supposant hypothétiquement que l'on puisse le faire physiquement. Bon. Alors, Eliana, est-ce qu'on risque de se cogner la tête au dôme, s'il y en a un, en prenant de l'altitude? Il me semble avoir déjà répondu à ça, à cette question-là, quand il s'agissait de parler de la Terre plate. Alors, justement, l'ennemi a récupéré cette histoire-là pour faire accréditer le fait que, la Terre est effectivement plate et qu'il y avait ce dôme qui représentait une espèce de cloche superposant le monde, et au-dessus de cette cloche, il y a le royaume de Dieu, tout ça. Bon. En l'occurrence, oui, il y a cet effet de dôme qui est là, mais c'est quelque chose d'indéfinissable par la compréhension humaine actuellement. D'ailleurs, il y a certaines images, j'en ai vu une,
une fusée ou une navette spatiale, je ne sais plus, était lancée de Cap Kennedy. Et en atteignant une certaine altitude, on voit comme des cercles concentriques partir de l'endroit, de la pointe de la fusée, comme si elle perçait quelque chose de souple. Et en fait, c'est un seuil énergétique au-delà duquel on ne peut pas aller sans que les êtres vivants meurent. Voilà. C'est à partir du moment où le vivant est compris dans dans quelque chose qui dépasse cette limite, l'être vivant en question meurt systématiquement. Il y a beaucoup de protections qui ont été mises il y a des temps immémoriaux pour empêcher autant que possible les allées et venues à partir de la planète et sur la planète, de manière à isoler la Terre, puisque c'était une planète prison quand même pendant très longtemps. Jusqu'à ce que les détenus prennent le pouvoir et s'en rendent maîtres. Bon. En fait, ouais, une mutinerie, quoi. Donc oui, ce dôme existe, mais enfin, voilà, l'espace est au-dessus, hein, de toute façon, hein, il y a la suite après. C'est simplement une frontière ne permettant pas aux vivants de la traverser, tout simplement. Alors après, si on monte, qu'on monte, eh bien, on se retrouve effectivement dans l'espace, mais où dans l'espace? Dans l'espace, quoi. Je vois pas très bien. Je vois pas très bien le sens de la question, parce que si on prend une réflexion d'Einstein qui disait que si on avait des jumelles suffisamment puissantes pour voir le fin fond de l'univers, en regardant droit devant soi, on finirait par apercevoir sa propre nuque. Puisque l'univers est un espace courbe, tout ce qui est rectiligne, en fait, n'a pas d'existence possible. Si vous voyez quelque chose de parfaitement droit, parfaitement rectiligne, c'est qu'il s'agit d'une tangente à une courbe. Mais le maillage de l'espace, je dirais de l'espace-temps, de toute façon est fluide et courbe. Obligatoirement. La notion de droite n'existe pas, mais pas du tout. C'est une pure illusion mentale. Normalement, vous ne devriez même pas être capable de pouvoir concevoir la notion de droite. C'est assez étonnant. D'ailleurs, il y a des mondes qui sont tellement pris dans cette courbure que physiquement, ils sont incapables, à la surface de leur monde, de créer une droite. Ce n'est pas possible. À partir du moment où, même sur 20 centimètres, on voit que ça courbe. On ne peut pas obtenir de droite. C'est très étonnant d'ailleurs. Si on crée les pyramides qui se trouvent sur ce monde, en fait, n'ont pas des arêtes rectilignes, mais courbes. C'est assez curieux. Mais eux, la voie droite, hein, par contre. Enfin, on trouve vraiment de tout. Donc, je sais pas si c'est ça que ça veut dire. La question est, si ça porte sur autre chose, je vois pas quoi répondre. Hein. C'est vrai que si on va suffisamment loin dans l'espace, on revient forcément à son point de départ. Alors ça c'est très théorique parce qu'en fait c'est pas possible. Mais disons que si ça l'était, eh bien, on pourrait. C'est comme ça que ça se passera. Il est un fait que si on va suffisamment loin dans l'espace suffisamment vite, même de quelque chose d'une étoile très proche, par exemple, si on y va en parcourant la distance, on arrive à des aberrations spatio-temporelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on arrive à mi-course et qu'on essaie de revenir vers son point d'origine, on ne peut plus jamais l'atteindre. Plus jamais. Quelle que soit la vitesse qu'on puisse prendre, par exemple, dû à la déformation de l'espace-temps. Enfin, c'est ce qui est particulier. C'est pour ça que les déplacements, en parcourant les distances, la distance sépare en deux points, et la manière la plus ridicule de se déplacer. Enfin, en grande échelle, évidemment. Pour aller chez l'épicier du coin, il vaut mieux, à la limite. Mais voilà, je parle de grande distance. Et là, sinon, je vois pas à quoi ça peut faire référence, là, si on monte en altitude indéfiniment, ou peut-on arriver dans l'espace? Dans l'espace, quoi.
les sondes qui ont été envoyées à droite à gauche, Voyager qui s'est abîmé dans l'atmosphère de Saturne il n'y a pas trop longtemps, ou celle qui, je sais plus si c'est le Voyager, non, ça doit être, enfin, ouais, je ne sais plus, je vais pas garder en mémoire les noms de tous les appareils qui sont lancés. Il y a aussi cette sonde qui a quitté enfin, les limites vraiment connues du système solaire, et qui a plus ou moins, qui va atteindre, je crois, non, qui a dépassé la ceinture de Kuiper, et qui atteindra dans un certain nombre de siècles, de millénaires, le nuage d'Oort, à la périphérie gravitationnelle du système solaire. Enfin bref. Les choses qu'on raconte, que la NASA raconte, ne sont pas forcément fausses. Donc l'espace correspond bien à ce que on pense qu'il est, enfin ce à quoi il ressemble a priori. Ça c'est exact. Hein. Il n'y a pas de corrélation véritable entre cette histoire de dôme qui couvre la planète et ce qu'il y a au-delà. C'est pas le royaume de Dieu au-delà. Le royaume de Dieu, il est partout, si je puis dire. Enfin voilà, je vois pas quoi dire de plus à ce sujet. Bon, bah d'accord. Donc si Stéphane, vous n'avez pas réponse exacte à la question que vous souhaitiez réellement poser, bah, reformulez, renvoyez-nous un formulaire et puis voilà. Alors, deuxième question de sa part, la préservation de la nature et des animaux est essentielle. Il me semble vous avoir entendu dire que le non-respect aurait un impact. Oui. Quand je croise un insecte chez moi, je le récupère et je le remets dans la nature avec bienveillance. Je fais pareil, figurez-vous. Mais se débarrasser d'insectes ou d'animaux nuisibles est-il permis par l'absolu ? C'est intéressant ça, hein, parce qu'on parle toujours le respect de la vie, de toutes les formes de vie, etc. Donc, est-ce qu'on peut considérer que se débarrasser des nuisibles est admis par l'absolu ? Pardon. Là, pour vous répondre, je prendrai un exemple tout simple qui est très illustratif du propos. C'est ce que nous faisons avec l'ennemi. L'ennemi est une race de nuisibles, mais pas juste un peu, extrêmement nuisible. Pourtant, c'est une forme de vie. Donc, c'est d'ailleurs l'argument qu'il a plaidé. Hein. Nous sommes une forme de vie, donc, non, la vie c'est sacré, on n'est pas en droit d'atteindre notre intégrité. Nous sommes une forme de vie, vous devez nous laisser faire quoi qu'on fasse. Alors, jusqu'à présent, c'est ce qui avait été fait. Et on voit ce que ça a donné. Donc, si on veut pas que ça continue, que ce soit pire, que ce soit irréversible, que ce soit définitivement terminé, il faut bien prendre le taureau par les cornes. Donc, vous aviez dit la dernière fois, et c'était très juste, j'ai bien aimé cette phrase, c'est que ce n'est pas parce que ça a forme humaine que c'est digne de respect. Parce que sinon, ça veut dire qu'on fonde le respect sur l'apparence et qu'il faut aller plus en profondeur. Hein, donc je reprends ça m'a marqué, je trouvais ça vraiment chouette. Et en fait oui c'est ça, c'est exactement le même principe. Le même principe, c'est pas parce que c'est vivant que ça mérite le respect. Parce que l'antidieu et les ignominies étaient vivantes aussi. Il y avait une forme de vie derrière forcément, hein, parce que si c'était mort et enterré, on n'en aurait jamais entendu parler. Donc bien pour les insectes c'est pareil, hein, les suceurs de sang, tout ça, de toute façon ils disparaîtront quoi qu'il en soit. Mais disons que la nature représente un tout cohérent, parfaitement harmonieux. C'est vrai qu'il y a prédateurs et proies qui se mêlent et s'entremêlent dans cette histoire, mais ça aussi, quelque part, c'est effectivement un phénomène naturel. Mais c'est un phénomène naturel qui est profondément fondé sur la perversion de la création, telle qu'on l'a connue jusqu'à relativement peu de temps. Et elle l'est depuis tellement longtemps que les lois de la nature ont dû s'adapter à ça. Donc, la notion de prédation, même au niveau animal, pourrait ne pas exister. Elle aurait dû ne pas. Je vais dire ça comme ça. Bon, c'est assez difficile d'enrayer le processus maintenant, forcément, mais j'ai quelques raisons de penser que sur le très long terme, ça pourrait disparaître malgré tout, être remplacé par un autre mode organisationnel. Je parle bien des structures de la nature et des lois de la nature. Donc, peu importe, mais quoi qu'il en soit, même dans ce cadre-là, l'être humain n'est pas censé être une proie. L'être humain est fait pour être au sommet de l'évolution et ne pas avoir de prédateur au-dessus ou en dessous de lui s'il fait attention.
Au-dessus de lui, c'était l'ennemi. Donc cette prédation-là est inadmissible. Elle vient contrarier les lois de la nature, le principe fondamental. Donc nous enrayons ce processus de destruction dont l'être humain est la victime. Mais pour les animaux, c'est pareil. L'être humain n'est pas censé avoir de prédateurs. Il n'est plus censé avoir de prédateurs. Il en avait à l'époque, quand vraiment l'humanité était encore au stade de développement, parce qu'il sortait à peine du règne animal, il fallait qu'il se rende maître de tout ça. Pas en détruisant, en se rendant maître. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'il a fait, puisque pour finir, ça a mal fini. En l'occurrence, il a fini par tout détruire. Bon, c'est pas bien non plus, forcément. Enfin, c'est pas une raison de considérer l'être humain comme une proie, par contre. Et même par quelque chose d'aussi petit qu'un moustique, l'être humain est une proie. Donc, les moustiques s'opposent aux lois fondamentales de la nature, ce qui justifiera à terme leur disparition de toute façon. Alors, on va pas partir en chasse avec des bombes à aérosols, insecticides. Non, évidemment. Le processus se fera tout seul. Il se fera assurément. Mais si à votre niveau, vous êtes face à un moustique et vous savez qu'il allait de toute façon vous vampiriser à un moment ou à un autre, bien n'hésitez pas. Envoyez une pensée de bénédiction sur l'âme groupe en question. Ça leur fera du bien ou ça fera du mal, mais vous serez clean par rapport à ça. Parce que il n'est pas réellement inscrit dans la droite ligne des lois de la nature. Donc, cette pensée de bénédiction, vous rend contributeur d'une potentialité de remise à l'endroit de leur ligne d'évolution. Et s'ils ne veulent pas, ils disparaîtront. Comme de toute façon, ils ne voudront pas, ils disparaîtront. Mais vous serez au clair. Par contre, par rapport à ça, si ça devait vous gêner, c'est mieux une petite bénédiction, hein, ça coûte rien, et puis c'est ultra rapide, et au moins ça vous place dans un contexte parfait par rapport à ça. C'est un acte de violence, effectivement, vous allez tuer un animal. Bon. Mais, dans le contexte plus vaste de ce qui préside à ce geste, par rapport à la raison pour laquelle ce réflexe va s'enclencher chez vous, un instinct de préservation, sans compter que ça peut quand même donner des maladies, éventuellement. Ça trouve parfaitement sa légitimité. Et cette légitimité sera parachevée par une pensée de bénédiction qui, de toute façon, si elle est refusée par l'âme groupe, vous reviendra de fait. Donc, vous êtes dans une relation gagnante de toute façon, de vous-même, par rapport à vous-même, et par rapport aux moustiques. Voilà. Ah c'est bien expliqué ça, hein, c'est pas mal. Bon, voilà Stéphane. Alors, remarque additionnelle de sa part, merci du fond du cœur avec un grand sourire. Et je vous en prie, c'est que du bonheur. Oui, c'est vrai ça. Alors, on enchaîne tout de suite avec un ou une nouvelle intervenante, en l'occurrence anonyme, qui pose une question qui nous dit ceci. Bonjour et grand merci pour votre travail, avec un namasté. Ma question, quelle est la meilleure attitude ou comportement à adopter pendant cette période particulière où on entend tant de choses contradictoires? Ah, ça, c'est vrai que c'est franchement délicat. Je me sens très touché par cette situation tendue où s'affrontent les avis contraires et peuvent séparer les personnes. Ça évidemment, hein, les gens croient pas, moi je suis sûr que, non c'est ridicule, enfin bref, et tout et son contraire, c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Non seulement ce n'est pas simple, mais en plus c'est fait pour, donc forcément ça n'aide pas à y voir clair. L'attitude comportementale. Alors, si vous parlez de comportement, c'est, je suppose, de réaction face à ce que les gens émettent comme avis contraire au vôtre, potentiellement, ou face à leur propre agressivité, éventuellement. De toute façon, je pense que l'essentiel dans ce genre de situation, c'est de rester le plus neutre possible. Faites-vous votre opinion, raccrochez-vous à ce qui vous, ce qui vous apaise, ce qui vous fait du bien. À la limite, soit faux, soit vrai, c'est tellement relatif, hein, le vrai, le faux, que on peut jamais savoir, il n'y a pas de vérité absolue, c'est toujours la même histoire. Ce que nous faisons ici, mes sœurs aussi, ou de la division terrestre, notamment, pas uniquement, mais enfin, pour le tissu francophone, c'est quand même, ça tourne autour de ça.
ce qu'on fait, c'est essayer d'apporter un angle de vue qui soit différent de ce qui se dit partout ailleurs, que les gens eux-mêmes n'adopteraient pas automatiquement, peut-être parce qu'ils n'ont pas l'habitude de penser de cette manière-là. Nous pensons déjà paradigme nouveau pour lui, pour nous et pour vous, pardon. Le paradigme n'est pas nouveau pour nous, c'est le nôtre déjà de fait. Donc pour vous, il sera nouveau. Donc, mais comme vous n'y êtes pas encore, vous n'arrivez pas à penser de cette manière-là. Donc, puisque vous devez vous y préparer, eh bien, il faut bien quelqu'un qui puisse se faire porter témoignage en fait en sa faveur et vous apporter je dirais, un angle de vue différent, peut-être pas supplémentaire mais complémentaire à celui que vous avez déjà, de manière à vous donner des voies de sortie d'une pensée potentiellement de peur ou d'incertitude ou de choses peut-être négatives que seraient susceptibles de susciter en vous l'observation de ce qui se passe dans le monde. Et surtout de ce que les médias vous rapportent, parce que ce qui se passe dans le monde, personne n'en a la moindre idée, évidemment. Chacun ne voit que ce qu'il voit par sa fenêtre, c'est à peu près tout. Alors quoi qu'il voit, c'est pas le reflet de ce qui se passe dans le monde. Bon, ça, je l'ai déjà dit, les gens s'imaginent savoir tout ce qui se passe sur Terre parce qu'ils ont les médias. Ils se souviennent même pas que c'est parce que les médias ont dit cela qu'ils en sont convaincus. Ils laissent entrer ça sans même plus prendre conscience que, en fait, il y a une source qui est à l'origine de ce en quoi ils croient, et qu'ils ne font aucun effet de filtre, ils n'accordent aucun effet de filtre à ce qui entre de la paire des médias, alternatifs ou pas, et du coup, ils ne se rendent même plus compte qu'ils pensent comme ça, parce que on les a incités à penser comme ça, en endormant au maximum leur esprit critique et en leur balançant les informations comme une vérité absolue. Ils ont tellement l'habitude que les gens ne pensent plus par rapport à ça. Ils ne pensent plus. Ils accueillent l'information et puis on sait, voilà. Et pourquoi, vous savez? On sait, parce que tout le monde le sait, quoi. Et puis si c'était pas, on le saurait pas. Enfin, oui, c'est basique comme réaction. Donc forcément, quand on est confronté à des sources d'informations contradictoires et qui peuvent être potentiellement anxiogènes, même peut-être plus que potentiellement, on se demande où on va. Alors c'est pour ça qu'on essaie de faire le maximum pour que les gens puissent se raccrocher à une autre source d'information, une autre possibilité d'envisager les choses sous un autre angle qui n'est pas offert à tout un chacun. Alors, si notre audience touchait toute la francophonie sans exception, eh bien, on ne le ferait pas, parce que forcément, ça ferait échec. Ça ferait échec à notre plan. On se saborderait nous-mêmes. Et comme cette audience est minime et que les gens qui viennent nous écouter et accordent foi à ce que l'on dit, à ce que l'on écrit, que ces gens sont emblématiques d'une population plus éveillée que les autres et qui elles elles sont quelque part les leaders de la conscience collective du groupe d'individus qu'elles représentent dans leur manière d'amener hors du sillage anxiogène le reste de l'inconscient collectif. Il y a des gens qui se gavent d'informations anxiogènes mais qui pour rien au monde ne voudraient être détrompés par rapport à ce qu'elles en concluent, de ce qu'elles entendent, de ce qu'elles voient. Ces gens-là se vautrent dans l'anxiogène parce qu'ils aiment ça. Quelque part, ils sont dans un espace connu. Ça leur fait peur, mais c'est connu, donc c'est rassurant. Ils ne veulent pas en sortir. C'est le problème qu'on a avec l'humanité en général. Cette humanité qui refuse. Bon, maintenant, ce n'est plus trop le cas, plus comme ça. On avance quand même dans nos opérations de réaiguillage de la pensée collective et de l'inconscient collectif de l'humanité, heureusement. Mais au départ, c'était ça. Il y a ce refus obstiné. Je suis dans une situation épouvantable, c'est affreux, on va tous mourir. J'aimerais tellement qu'il y ait autre chose. J'aimerais, mais je sais que ça n'existe pas. Et tous ceux qui viendront dire le contraire sont des menteurs. Donc je me complais dans ce que je connais, donc dans mon anxiété. Alors forcément, c'est douteux comme manière d'envisager la vie, d'envisager le monde. Alors la chose à faire pour rester en termes comportementaux, de rester
correct et juste. C'est de rester le plus neutre possible vis-à-vis des gens. Soyez à leur écoute. N'alimentez pas leur côté négatif potentiellement. Ne les laissez pas vous alimenter par leur côté négatif, parce que quand les gens sont pas bien, ils se déchargent sur les autres, ils vous déversent les poubelles dessus, et débrouillez-toi avec ça. Ça, faut surtout éviter, parce que ça va vraiment vous plomber. Ça peut vous fatiguer, ça peut altérer votre morale, et même votre santé. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Mais sinon, voilà, il faut rester confiant, rester neutre, sans véritable opinion tranchée. Si quelqu'un vous demande, ah, toi, t'en penses quoi, bah, dites-lui, moi, je pense qu'il y a autre chose, mais bon, je sais pas, on verra, mais je suis confiante, ça va, hein, confiant, enfin. Voilà, il faut aussi donner un exemple de sérénité. Alors, vous serez peut-être pas considéré comme faisant preuve de beaucoup de sérieux par les gens particulièrement sombres et amers et anxieux. Mais ce n'est pas votre problème, ça. Il vaut mieux afficher quelque chose de relativement jovial, hein, plutôt que le contraire, bien évidemment. Alors qu'il ait raison ou pas de l'être, de toute façon, il n'y a jamais de si bonne raison d'être dans un état d'esprit négatif. De toute façon, ça ne vous aidera pas. Hein, ça, les gens qui s'enfoncent dans la peur ou dans le pessimisme, tout ça, ils seront pas plus heureux et ça ira pas mieux pour eux, de toute façon. De toute façon, si ce n'est moins. Donc, ça n'a aucun intérêt de s'enfoncer là-dedans. Quel que soit l'avenir, de toute façon, il sera ce qu'il sera. Et la seule marge de manœuvre que vous ayez, c'est comment accueillir vous-même ce qui va arriver, quoi qu'il arrive, de manière à pouvoir en sortir. Donc là, vous en sortirez, je vous le dis, vous en sortirez à merveille si vous restez le plus calme, le plus serein, la plus sereine possible, mais sans plus. N'essayez pas de trouver des justifications à ça. Faites-le simplement parce que c'est plus avantageux d'être serein que d'être anxieux. Voilà. Concentrez-vous sur cette neutralité de la pensée, des opinions. Ne vous gavez pas des choses qu'on raconte à droite à gauche. Ce n'est pas le reflet de la réalité du tout. Encore moins maintenant que du temps de l'ennemi. Mais vraiment, alors, à la limite, coupez ça et recentrez-vous et soyez dans une position la plus médiane possible et ça se passera très bien. Voilà. Ça apparaît comme étant vraiment la voie de la sagesse. Hein. De toute façon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire. On peut pas se positionner dans un avis qui serait emblématiquement vrai par rapport à d'autres, puisque c'est un flou total et que c'est fait pour. Donc, vu que c'est difficile, eh bien, effectivement, restez à flot, hein, comme vous le conseille Iliana. Il y a de fortes chances que ça se passe très bien. De toute façon, je vous garantis qu'elles savent toutes, les Tiches, hein, je parle, elles savent toutes de quoi elles parlent, puisqu'elles sont au cœur même de ce qui se passe. Absolument. Donc, voilà. Bon, très bien pour ça. Alors autre intervenant ou intervenante anonyme. Bonjour à vous. L'ennemi a tout mis en œuvre pour rendre cette planète polluée, nous culpabiliser entre autres pour nous obliger à recourir aux remèdes à partir uniquement de l'argent comme seul dénominateur, pour trouver les solutions comme pour acquérir de l'eau en bouteille et les aliments soi-disant bio, etc. Ma question est, comment allez-vous faire pour éradiquer ces entreprises qui volent et accaparent tous les dons de la nature à ce point, comme par exemple de l'eau de source des communes et leurs habitants? Car s'il y a une chose importante à faire, en premier lieu, c'est d'installer les robinets d'eau potable gratuits pour tous, pour assainir nos corps physiques d'abord, pour passer ce cap difficile pour nos corps à s'adapter aux nouvelles fréquences de Gaïa Terre-Mère. Merci. Alors, comment allez-vous faire? Vous savez, si ces gens, je parle des grandes entreprises nationales, transnationales, internationales, etc., si ces gens font, comme Nestlé par exemple, dont le PDG clame avec tout le sérieux du monde qu'il est
Il est inadmissible d'imaginer que l'eau soit gratuite pour quiconque. C'est un produit commercial de consommation comme tous les autres qu'il faut payer pour en avoir. Si ces gens peuvent mettre des politiques commerciales à exécution selon ce point de vue-là précisément, c'est tout simplement parce qu'on les laisse faire. Les lois sont en leur faveur. Ils ne s'opposent à aucune loi en faisant ça. Ils ont des juristes qui sont là pour voir exactement ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent dire en fonction des textes. Et voilà, ils sont autorisés. Pas officiellement, pas comme ça. Mais ils sont quand même autorisés à faire ce qu'ils font, hein, donc c'est pour ça qu'ils le font. Et s'ils ne sont pas autorisés à faire quelque chose, eh bien ils s'arrangent que ça se sache pas. Bon, ils sont couverts par le silence de certains responsables qui pourraient les dénoncer, mais qui ne le font pas. C'est un grand marché de la collaboration et de la compromission, bien sûr. Donc il suffira simplement que il ne soit plus autorisé à faire quoi que ce soit, que les lois protègent la nature. Et s'ils essaient d'aller contre, eh bien ils en seront empêchés. La Praca Salamanca, c'est pas les services de police, hein. Les services de police seront aux ordres de la Praca Salamanca. Mais la Praca Salamanca, les fiches qui la constituent, ne sont pas des gens qui font des enquêtes pour savoir pourquoi, ou d'où ça vient, qui est, etc., puis qui se heurtent à une hiérarchie, qui se heurtent à des compromissions au sein de la hiérarchie, et puis on peut pas dire ça parce que ça fait complotiste, et puis, non, ça sera terminé, ça. Quand quelqu'un fera quelque chose qui est à ce point illégal, qui abîmera la nature, ou qui se permettront, il y aura forcément des témoins, obligatoirement. Même si on n'avait pas, d'ailleurs, ça marcherait aussi. Mais il y aura de toute façon des témoins. Alors, ces gens seront peut-être payés pour se taire, mais ils ne pourront pas décemment recevoir de l'argent sans que la personne qui le leur donne soit identifiée aussi. Donc les schémas et les modèles de versement d'argent par chantage, pot de vin, etc., on les connaît absolument par cœur. C'est extrêmement simple à identifier. Et la plupart des gens ne voudront pas se compromettre non plus, parce que la plupart auront attendu ce monde-là. Là, je parle d'un cas où des gens aussi malveillants que les Nestlé Coca-Cola, hein, qui détournent les sources de la terre entière, des gens aussi malveillants puissent passer le basculement. C'est ridicule de l'imaginer. Mais admettons que ça se produise, ou admettons que des gens bien, tout d'un coup, aient envie de se comporter comme l'ennemi à l'époque, même en étant passé dans un nouveau paradigme. La plupart des gens qui seront là ne voudront pas reproduire les erreurs et les conditions du passé. Et de toute façon, personne ne sera suffisamment en manque d'argent pour accepter un pot de vin et espérer vivre mieux grâce à ça. Toute la logique sera complètement différente et complètement opposée au contexte permettant que jusqu'à aujourd'hui, des pots de vin aient pu être versés pour obtenir le consentement du législateur, par exemple, ou d'avocats, ou de policiers, ou d'élus, tout ce qu'on veut. Donc voilà, il suffira simplement de faire en sorte que cette activité-là soit interdite, et s'ils violent la loi, ils seront réprimés, ils seront incarcérés, ils ne pourront jamais payer une viche pour garantir son silence. Et je vous garantis, l'intérêt aussi d'avoir, pour tout un chacun, une viche tutélaire à côté, c'est aussi que dans un cas de transgression comme de ce genre, eh bien, la viche tutélaire va nous rendre compte de ce que l'homme incarné dont elle a la garde est en train de faire. Et là, nous pourrons intervenir. Nous savons exactement où et quand. Personne ne peut rien nous cacher. Alors, quand je dis ça, je sens la réaction de la conscience collective. On sera tous espionnés. La planète entière sera espionnée par les viches. Ce sera pire que l'ennemi avec ces systèmes de contrôle partout. Mais en fait, non, pas du tout. Dites-vous, les gens, bon, c'est vrai qu'il y a plus guère de gens véritablement croyants, mais les religieux, les gens qui sont encore attachés à une religion et qui croient en l'existence de Dieu ou d'un Dieu ou peu importe,
savent que au-dessus d'eux, il y a quelque chose qui les observe et qui fait la comptabilisation de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, etc. C'est un peu dans cette logique-là. Si nous voulons vous protéger, il faut bien que nous soyons informés de ce qui se passe. Alors, dans votre espace de liberté personnelle, vous pourrez faire absolument ce que vous voulez. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de tout expérimenter, vous avez le droit de, voilà. Vous avez même le droit d'être malveillant, à la limite. Ça peut arriver, c'est pas un problème. Moi, je parle d'être à l'affût des gens qui compromettraient l'existence du nouveau paradigme et la possibilité pour tout un chacun de vivre libre dans ce contexte évolutif pour tous. Ça, c'est très important, ça. Nous sommes là, j'ai toujours dit, nous sommes là pour baliser le chemin. Si nous sommes une balise au bord de la route, admettons, on voit les voitures passer, on les voit, puisque nous passe devant. On est une balise, la voiture passe, on la voit. Vous voyez, on va pas fermer les yeux, faire semblant qu'on n'a rien vu. On le voit. Maintenant, si quelqu'un fait un excès de vitesse, bon, encore que l'excès de vitesse, figurez-vous qu'il ne sera plus pénalisé dans le monde qui vient, à condition de suivre certaines règles. Ouais, il y a comme des espaces de liberté en plus. Hein. Mais admettons que quelqu'un soit un conducteur fou et qu'il essaye à toute force de faire un carambolage. Je pense que tous ceux qui le côtoieront sur la route à ce moment-là seront quand même bien contents que on sache qu'il est là pour pouvoir l'arrêter, pour éviter qu'il ne commette son acte criminel, plutôt que récupérer les pots cassés une fois que ce sera fait. Vous voyez, faut voir. Hein, on a toujours dit, certainement à raison, hein, dans le monde dans lequel vous vivez encore, que les mesures de sécurité sont toujours inversement proportionnelles aux mesures de liberté accordées aux gens. Plus il y a de marge de sécurité, moins il y a de liberté, et vice-versa. Eh bien, figurez-vous que ce système-là ne fonctionnera pas dans le nouveau paradigme. Il pourra y avoir une surveillance totale, ce qui ne sera pas le cas, mais admettons qu'on le conçoive comme ça, avec des mesures de liberté absolument totales pour tout le monde, mais à condition que personne ne mette en danger la liberté d'autrui. Voilà, c'est la frontière, elle se trouve là. La frontière est là. Donc, tout simplement, ces entreprises ne seront plus autorisées à exercer leur magouille, parce que si là, tout par hasard, elles devaient ne plus l'être, eh bien, elles s'arrêteraient, tout simplement. C'est exactement ce que nous ferons. Et nous aurons ces gens-là dans le collimateur, toutes les grosses entreprises. D'ailleurs, nous ferons en sorte que des entreprises immenses comme ça ne puissent plus se créer. Elles auront un développement limité, elles ne pourront pas aller au-delà. Donc, mais si tant est que certains soient tentés de reproduire les magouilles du passé, ils seraient décelés immédiatement et empêchés. La société serait démantelée ou alors récupérée par nos soins, personnel compris, et redirigée à ce moment-là dans une parfaite droite ligne ou avec changement radical de politique. Bon, tous les cas de figure sont susceptibles de se présenter. Mais ça, je suis contente que cette question ait été posée parce que il faut bien comprendre que nous sommes là pour vérifier que chacun sera libre d'agir comme son cœur le lui dicte. C'est pour ça que les gens qui ont cœur noir ne passeront pas. Pour que ceux qui ont un cœur pur, souhaitant vraiment le devenir, vraiment sincèrement, puissent s'accomplir dans ce monde-là. Nous surveillerons ça pour être sûr que chacun soit libre d'exercer la liberté qui lui est promise. Ça, c'est importantissime. Ils ne pourront pas passer, les grandes entreprises ne pourront pas exercer leur activité comme elles l'ont toujours fait dans le paradigme suivant. Ce ne sera absolument plus possible. La trame de la réalité ne le permettra plus. Il n'y a absolument pas à s'en faire à ce niveau. Ouais, mais c'est relativement rassurant. C'est vrai que cette histoire de surveillance entre guillemets peut faire peur, mais en fait c'est pas une surveillance technologique, c'est pas une surveillance destinée à consigner qui fait quoi, parce que de toute façon si les gens sont surveillés à ce point-là ou si le système souhaitait
les surveiller à ce point-là, ce n'est pas pour le plaisir de savoir ce qu'ils font, c'est tout simplement pour mettre en place un système qui permette d'exploiter chaque soubresaut de désir, de pulsion des gens pour pouvoir leur vendre quelque chose en adéquation. C'est ça, c'est uniquement, c'est commercial, hein. C'est même pas politique, hein. Voilà, bon, on parle de sécurité. Ah oui, pour la sécurité des gens, bon, on va espionner tout le monde, et le premier qui pense de travers, ou qui, on pourra l'arrêter, hein, comme le film Minority Report, je crois, avec Tom Cruise. Bon, ben, c'est bien, mais même ce film, dans l'idéal, finalement, a une faille. Je veux dire, le scénario implique un monde soi-disant parfait, mais en fait, là, il y a de vraiment grosses failles. Et la faille, elle est toujours humaine. C'est toujours le cœur de l'homme qui pose un problème. Là, ça ne posera plus de problème, parce que justement, ces gens-là ne seront plus autorisés à faire ce qu'ils veulent, et quasiment plus à être présents quand ce sera grave. Enfin, voilà. Ben, c'est très bien. Merci, Eliana, pour cet éclairage supplémentaire. Oh, je vous en prie. Alors, nous passons à la question désormais de Martine, qui nous demande ceci. Quel est l'enjeu réel de la guerre au Mali et la place de la France? Est-ce que les Dvish interviennent sur place? Je m'excuse si vous y avez déjà répondu. Je ne crois pas. Non, la question n'a jamais été posée. Mais l'enjeu de la guerre au Mali est le même que toutes les guerres menées partout par l'ennemi. Et là, en l'occurrence, la France fait le jeu de l'ennemi. La France est un vampire de la pire espèce. Il est économique, l'enjeu. De toute façon, l'Afrique est là pour être pillée. Celui qui refuse de se laisser faire, eh bien, on entre en guerre contre lui. Et c'est tout, hein, pour les meilleures raisons du monde, bien sûr, hein, des raisons profondément humanistes. Hein. Ah bah oui, écoutez, quand même. Hein. Mais c'est tout. Hein. L'enjeu, il est là. Soumettre les populations et vampiriser. C'est tout. Il n'y a absolument rien d'autre. Alors, est-ce que les Dutch interviennent sur place? Non. Non, en l'occurrence, non. On stabilise un peu la situation et on laisse tant que tout n'est pas accompli, tant que le paradigme n'est pas pleinement implanté et que les lois en rapport ne sont pas officiellement décrétées et appliquées. On est obligé de rester sur une forme de stase, comme je l'ai déjà expliqué, par rapport au modus operandi ennemi. Alors là où c'est absolument pas indispensable, on essaie de bloquer autant que possible la situation pour éviter que ça aille trop loin, pendant que cette situation-là est sous notre contrôle. Sinon, on est obligé de laisser faire si vraiment un segment est déterminant par rapport à notre stratégie en cours. Mais voilà, à partir du moment où les jeux seront faits, c'est très proche maintenant, tout ça sera immédiatement stoppé et assaini. Immédiatement. De toute façon, on a des tiges absolument partout. Mais partout. Donc il n'y a aucun risque que ça s'éternise une fois que le minimum indispensable de chaos propre au monde de l'ennemi ne sera plus nécessaire. Pour l'instant, les gens doivent impérativement comprendre qu'il n'y a absolument rien à attendre de quoi que ce soit qui vienne du passé. Mais rien, aucune valeur du passé n'a plus de valeur dans le présent et dans l'avenir. Ça, il faut que ça entre dans les esprits. Et nous faisons en sorte que chaque secteur, chaque coin de rue, par rapport aux gens qui le fréquentent, se fasse le théâtre d'une possible compréhension dans ce sens. Et c'est adapté à tout le monde. C'est du sur-mesure pour tout le monde, au niveau le plus individuel qui soit, comme à l'échelle parfaitement globale de la planète. Voilà, alors deuxième question de Martine. J'ai été réellement étonné de la réponse de YouTube suite à votre lettre sur la vidéo podcast numéro 5, on en parlait tout à l'heure. Ont-ils eu vraiment peur? Qu'ont-ils compris de ce courrier? Disons qu'on a deux contextes d'action. On a un contexte de façade et un contexte de recul. C'est-à-dire qu'on n'agit jamais plus nulle part sans prendre le contexte en tenaille. Donc notre réponse, puisqu'on devait faire appel, donc on devait
plaider pour notre cause, ce qu'on n'a pas fait. Hein. On les a mis face à leurs responsabilités, on les a accusés de défendre les voleurs et les criminels institutionnels constitués en bande organisée. C'est quand même fort, en leur disant que de toute façon leur temps était déjà terminé. C'est pas de la plaidoirie, ça valait suspension non seulement de conserver la vidéo numéro 5 comme étant supprimée, mais en plus ça suspendre le compte. Alors c'était une possibilité. C'est pour ça que on a laissé les réseaux sociaux tranquilles, on n'exerce pas trop de pression dessus. Notre compte Facebook, on l'a jamais récupéré, hein. On pas l'intention, on s'en fiche complètement. Mais c'est pour dire. Mais par contre, on regarde comment ça s'articule. Alors là, les vidéos podcast ont quand même un enjeu supérieur à nos quelques articles mentions possibles sur Facebook. Là, les vidéos podcast sont importants. Mais c'est vrai qu'on aurait pu aller ailleurs. Ça aurait créé des contingences techniques qui auraient été vraiment défavorables maintenant. Donc, tant qu'à faire, il aurait mieux pas valu. On aurait pu si ça avait été nécessaire, mais il valait mieux pas. Donc, forcément, on était en arrière-plan, puisqu'on est chez YouTube aussi. On n'exerce pas notre autorité là-bas, mais on y est. On regarde ce qui se passe. Et forcément, quelqu'un était présent pour voir comment ça allait être reçu. Et d'abord, il y a une première phase d'observation. On regarde ce qu'ils font, comment ils accueillent ça, comment ils en parlent, etc. Si ça remonte ou si ça reste auprès d'un modérateur lambda. Ou alors si, parce que ça vient de nous, ça passe ailleurs, etc. Donc on a regardé un peu ce qui se passait de l'autre côté. Et on a un petit peu mis la pression, effectivement, en nous dévoilant un peu, on s'excuse, mais on est là, quoi. Donc, ils se sont sentis un petit peu coincés, c'est vrai. Donc, bon, on leur a simplement dit que les élections étaient passées, que de toute façon les jeux étaient faits, que c'était la vidéo remontait quand même un petit temps, donc c'est plus celle qui était vraiment regardée, qui pouvait la supprimer s'ils voulaient. Mais qu'ils se rendent compte quand même de qui était à l'origine de cette vidéo et qu'ils se méfient beaucoup de la réaction que ça pouvait potentiellement, éventuellement, avoir de notre part. Nous qui étions chez eux sans qu'ils le sachent, présents, incrustés. Bon, ben voilà, ça fait son chemin et puis ils se sont calmés. Voilà, c'est tout. Peur, non, mais disons qu'on sait obtenir ce qui est nécessaire qu'on obtienne, de toute façon. Ouais, franchement, j'avoue que cette réponse m'a surpris aussi. Hein. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, oh là là, mais à taper dedans comme ça, vous allez faire exploser le truc. Eh ben non, pas du tout. Incroyable. Vous savez, on a fâcheusement tendance à savoir exactement ce qu'on fait et obtenir les résultats qu'on souhaite. Donc, tout va bien. Je ne peux qu'abonder dans votre sens. Et franchement, vous êtes doué. Hein. C'est vrai que je vois passer des rapports un peu de temps en temps. Wow, vous êtes franchement au top. Bon alors, remarque additionnelle de Martine. Je regarde fidèlement vos interventions depuis le premier jour. En plus de nous faire découvrir la vérité sur notre monde, votre présence et vos interventions rassurent car on est nombreux à se sentir impuissants depuis si longtemps. Merci infiniment. Mais nous sommes là absolument pour ça et c'est vrai que c'est ça, c'est ce que je dis toujours. Hein. On dit des civilisations extraterrestres, des vaisseaux mers, qui observent, qui vous guident. Qui est-ce qui intervient pour mettre le pied dans le plat? Qui est-ce qui est jamais intervenu pour faire échouer les manœuvres ennemies alors qu'ils ont toujours mené à bien tout ce qu'ils ont souhaité entreprendre jusqu'à ce qu'on intervienne? Personne ne l'a jamais fait. Il n'y a que nous qui soyons intervenus, qui nous soyons mouillés, qui ayons incrusté au plus profond des racines insondables et gluantes de l'empire ennemi jusque dans ces sous-sols infernaux là. Oh là là. Il y a certaines classes de Dvish qui, il y a quelques années, n'auraient pas supporté ce que certaines d'entre nous ont vu récemment. Elles en auraient été incapables. Et nous, eh bien, bon, on est taillé autrement, un peu sur un autre modèle, on va dire. Et mais c'est pas plaisant, mais
Bon, ça ne nous impacte pas émotionnellement. Mais un être humain, même entraîné, ne pourrait pas ressortir sain d'esprit d'un enfer comme ça. C'est extraordinairement malsain. Alors, il est un fait que nos interventions, forcément, ont créé énormément de bouleversements, et c'est la première fois que l'ennemi se sent à ce point déstabilisé. C'est la première fois que l'ennemi sent que quelque chose se passe contre lui et qu'il perd la partie. Jamais il ne l'a perdu cette partie. Il est censé savoir comment l'absolu se comporte de manière à pouvoir déjouer quelque manœuvre que ce soit visant à le défaire. Et là, il a pas compris, et il comprend toujours pas, et il ne comprendra pas. Jamais on lui expliquera le pourquoi du comment. Jamais. Il ne le saura pas. Son dernier représentant l'ignorera et mourra dans l'ignorance. Donc, non, cet aspect-là est vraiment important, effectivement, parce que on sait que l'humanité est impuissante. On sait que jamais elle s'en serait sortie toute seule. Jamais, c'était absolument impossible. Et ça a failli l'être pour nous aussi, si nous n'avions pas pris les mesures nécessaires, si nous n'avions pas compris véritablement la logique de tout ça. On savait qu'il y avait une urgence extrême à maîtriser cette situation, avec tous les leurres et tous les pièges et tous les faux semblants qu'il a semés partout. Ça a été un jeu de piste épouvantable. On prenait toutes les mesures et ça ne changeait rien. On a failli finir par paniquer en se disant mais quoi qu'on fasse, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas possible. Et in extremis, on l'a trouvé. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Effectivement, le peu qu'il reste de l'ennemi a notre main à son collet. Et c'est la botte sur la nuque. La botte sur la nuque. Cet enfer-là est bientôt terminé. Je vous le promets. Et on peut compter sur une promesse de Dvich, hein, ça je vous le garantis. Allez, dernier intervenant, Fabrice maintenant. Alors c'est pas vraiment une question, c'est une remarque de sa part. Alors, j'en profite pour en faire part à tout le monde, voilà, et puis éventuellement obtenir une réaction de votre part ou la mienne, je ne sais pas. Alors, bonjour, je ne sais pas à qui m'adresser, alors j'écris ici. Éventuellement, vous pouvez ouvrir un ticket ou sur les forums, enfin, on donne suffisamment d'adresses pour que vous puissiez vous exprimer sans problème. J'ai déjà posé plusieurs séries de questions pour ce podcast qui m'était répondu 2 à 3 semaines après. Et ça, c'est plus ou moins le délai obligatoire. C'est variable, mais c'est en principe le temps qu'il faut, effectivement. Et là, cela fait largement plus de temps que j'ai posé ma dernière question qui n'a pas encore été prise en compte. Y a-t-il un tri, un choix, une sélection de questions ? J'ai fait la même procédure que d'habitude, pourtant mes questions ont disparu. Pouvez-vous me renseigner ? Merci beaucoup à vous. Bon, là, finalement, je vais répondre moi-même. Puisqu'il s'agit d'une partie technique. En l'occurrence, il y a un tri, oui, il y a un tri, il y a un choix, évidemment. On essaie de ne pas éluder de questions, mais c'est vrai qu'en fonction du moment, il y a quand même une jauge un peu de l'incidence de la réponse sur ceux qui reçoivent cette réponse et sur l'inconscient collectif qui est connecté, finalement, aux gens qui sont des habitués de ces vidéos-podcasts. Alors, j'ai regardé, j'ai consulté cette énorme liste de toutes les questions qui nous ont été transmises, et toutes les questions qui ont été transmises par vos soins ont été traitées, celles-ci comprises. Donc, quelque chose a dû se passer, et effectivement, on ne l'a pas reçu, apparemment, parce que je vous dis, ça remonte à loin maintenant, effectivement, et tout ce qui a été émis par vos soins, en tout cas identifié par le prénom Fabrice, a été traité. Maintenant, si vous avez oublié de mettre votre nom éventuellement dans la case vous identifiant, peut-être, parce que toutes les questions qui nous ont été envoyées n'ont pas été traitées à ce jour. Ça c'est un fait. Certaines ont été laissées de côté. Et il est parfaitement possible d'envisager que vous puissiez envoyer une question et qu'il n'y soit pas répondu. Pas tout de suite, pas maintenant, pas dans ce contexte-là. Ou alors que la question soit jugée inadéquate ou je ne sais pas.
Je sais pas. Bon, en principe, on répond. Voilà, c'est vrai qu'il y a il y a pas mal de doublons, il y a des questions qui se répètent, des choses qui ont été répondues 4-5 fois, et puis on les repose. Alors du coup, on laisse de côté éventuellement, parce qu'on peut pas totalement se prendre le temps de commenter tout ce qui nous arrive en double éventuellement. Mais a priori, vous concernant en propre, eh bien, il n'y a pas de trace. Alors, remettez ça, hein, avec nos excuses si ça a été perdu. C'est bizarre parce que les formulaires de Google, en principe, sont fiables. Mais enfin, renvoyez-nous votre question et puis on la traitera, a priori. A priori. Voilà. Quelque chose à ajouter, Eliana, par rapport à ça? Non, là, j'avoue que ça, c'est effectivement la partie technique, je m'en occupe pas, hein, mais je suis content de répondre aux questions, c'est tout. De pas, de pas aller plus loin. Alors, par contre, je voudrais rebondir sur une autre question. Je sais pas, on a un peu le temps. Bon, on a 5 minutes, oui, il n'y a pas de problème. Oui, merci. Alors, en l'occurrence, pour ça concerne pas la question de Fabrice. Mais, on m'a transmis, parce que les remarques qui sont laissées sous les vidéos podcasts, quand elles me le concernent, on essaie de me transmettre l'information. Il y a quelqu'un qui s'était adressé, je crois, à Athéna-Vénus en disant « Ah, si Athéna-Vénus peut lire ce message, sachez que la photo d'Iliana, enfin la photo de la jolie blonde qui apparaît sur les passages n'est pas sa photo. » Bon, je me suis jamais prononcé par rapport à ça, hein, clairement. C'est peut-être moi, c'est pas moi, je sais pas. Bon, je vous dis, moi, ça, je m'en fiche. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on met un élément de moi ou d'une sœur à moi en avant, automatiquement, c'est un peu, ça rejoint un peu votre argument au départ, hein, par rapport à la chanson. Ça met en avant une probabilité que il puisse y avoir quelque chose de vrai, de faux, surtout qu'on n'est pas explicite par rapport à ça. Et Chirine qui s'occupe de répondre aux commentaires sur YouTube, m'a dit peut-être que oui, peut-être que non. Et en fait la personne a répondu encore une fois en disant non, c'est pas elle, j'ai la preuve. En fait c'est une photo qui est prise par un tel photographe et le modèle s'appelle comme ça et voici la photo originale. Alors dans le principe, alors je ne dis toujours pas oui c'est moi, non c'est pas moi. Ça n'a pas d'importance. Ce que je veux dire c'est que parce qu'une photo a été prise par un photographe, alors c'est que ce n'est pas moi potentiellement, voilà. Ou alors parce que le modèle est connu comme étant une telle, c'est pas moi. Mais on ne fait pas que des selfies en signant en bas de la photo du nom de la niche qui s'est prise en photo. Il a été dit qu'énormément d'entre nous, moi je l'ai fait une fois. J'ai fait une fois, mais ça m'intéresse pas, donc j'ai arrêté tout de suite. Si on prend Syrah par exemple, qui s'est fait mitrailler par les photographes, ouais, c'est dingue. Enfin, bon voilà, chacune de nous est différente et voilà. Mais si il y a un modèle qui a été pris en photo et que ce modèle est censé s'appeler comme ci, comme ça, c'est que c'est pas une biche. Mais beaucoup d'entre nous ont pris de fausses identités pour pouvoir se présenter au photographe. Qu'est-ce que vous croyez qu'on leur a dit au photographe quand on s'est présenté pour faire les shootings photos? Je suis une biche et je m'appelle tralala. Non, évidemment, il faut quand même qu'on soit crédible. Donc, on s'est présenté sous un nom, sous un autre, etc. En ce qui concerne la photo que dont la personne a mis le lien, la photo originale de ce qui apparaît sur l'écran, il lui a été répondu en public, mais son intervention a été modérée. Je veux dire que il y a énormément d'entre nous qui ont pris des identités d'emprunt qui sont présentées comme ça, sous un nom, sous un autre. Parfois, pas toujours, mais parfois avec de fausses pièces d'identité. On nous les a fournies. Ça, je trouve cet épisode-là extraordinaire parce que ça nous a permis de nous instiller dans la société à tous les niveaux sans exception. Et la photo est vraiment un monde qui ouvre toutes les portes si on sait comment se débrouiller, où aller frapper, etc. Si on est un peu opportuniste, il y a moyen d'entrer absolument partout, ce qui nous était absolument indispensable à l'époque quand on a commencé. Voilà. Bon, en l'occurrence, le nom du modèle qui est sur les photos n'est pas celui du modèle sur les photos.
sur la photo, je veux dire, ce n'est pas la même personne. Alors, je dis pas, c'est moi, c'est pas moi, c'est la photo qui me désigne ici. Hein. Faites-vous l'opinion que vous voulez, ça n'a aucune importance. Mais en l'occurrence, effectivement, cette personne n'est pas la personne qu'elle est censée être, que le photographe est censé avoir photographié. Et il y a beaucoup de photos comme ça. Un photographe a un modèle connu, etc. Et nous, une des filles arrive, elle lui ressemble vaguement, et elle projette dans son esprit que c'est l'autre. Lui ne voit que l'autre. J'ai déjà expliqué sur cette faculté de pouvoir modifier l'interprétation mentale de ce que les gens voient face à nous. On peut très bien s'avancer face à quelqu'un, comme on est, hein, et dans son esprit, on projette l'image d'un petit vieux bedonnant. Eh bien, le gars verra un petit vieux bedonnant. Il ne verra pas une jolie fille d'1m80 avec des longs cheveux jusqu'aux fesses. Voilà, il faut relativiser tout ça. Il faut relativiser. Vous pouvez pas nous cerner avec des arguments expressément issus du mental. Ça ne fonctionne pas. Et heureusement, sinon on aurait été découverte la première semaine de notre arrivée. Donc, on est quand même un peu plus subtil, un peu plus doué que ça. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez nous envoyer des remarques et des suggestions et faire un vote. À votre avis, la photo qui paraît sur les vidéos podcast, c'est la mienne ou c'est pas la mienne? Je trouve que c'est amusant ça. Vous pouvez, si vous voulez. Enfin, voilà ce que je voulais dire. C'est tout pour relativiser un peu les choses nous concernant en propre. Les Edwige sont insaisissables. De quelque manière que ce soit. De quelque manière que ce soit. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, merci de nous l'avoir partagé. Je suis certain que les gens sont toujours intéressés quand vous donnez des détails sur ce que vous êtes et comment vous fonctionnez, etc. J'ai toujours dit, hein, l'Edwige représentait mon sujet favori. Mais je suis certain que je ne suis pas le seul. Vous êtes vraiment, vraiment l'incarnation du mystère fait femme. C'est une manière de voir, mais disons que je serais pas très honnête si j'essaie de vous détromper. C'est assez vrai quand même. À dessein. Je ne sais pas si ça durera toujours, mais bon, pour l'instant, c'est quand même ça. Effectivement, il y en a besoin. Enfin, voilà. Bon, et bien sûr, ces bonnes paroles, Eliane, je vous remercie pour vos réponses, toujours excellentes comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous à jeudi prochain, ainsi qu'à nos amis qui nous écoutent et qui partagent avec nous notre enthousiasme pour le monde qui vient. Quoi qu'il en soit, si ces entrevues vous plaisent, eh bien, je vous remercie. Nous vous remercions tous, et l'Edwige aussi, de les partager, afin que d'autres puissent en prendre connaissance et les apprécier tout comme vous. Les commentaires, donc, sont modérés, effectivement, mais ouverts, et laissez-nous vos remarques si vous le souhaitez, vos questions, et comme vous pouvez le constater, eh bien, nous n'occultons rien, on répond, parfois même avant que la question soit posée, hein, on essaie de rendre les choses le plus claires possible à votre esprit, donc faites-nous part de vos commentaires, ce sera apprécié. Si vous avez des questions à poser à la Prakanda Senamoka ou à Iliana personnellement, eh bien, je vous invite à vous rendre à l'adresse habituelle, comme d'habitude, hein, c'est toujours la même, amgt.link/question-edwige, afin qu'on puisse y répondre aussi bien que possible. Si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages ou potentiellement des questions additionnelles à poser qui ne concerneraient pas éventuellement une réponse de la part d'Iliana en personne, eh bien vous pouvez vous rendre soit sur le forum de la Prakanda Senamoka à l'adresse forum.prakanda.org ou prakanda.news ou sur le portail des contacts pour ouvrir un ticket et avoir une réponse privée. Donc à l'adresse contact.prakanda.org ou prakanda.email. Voilà. Eh bien, avec mes remerciements renouvelés, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous à jeudi. Que tout le monde se porte bien. Chérissez-vous les uns les autres et prenez soin de vous. Le moment est propice. Merci Eliana, je vous fais une grosse bise et je vous souhaite donc une bonne semaine aussi. Et tout bientôt, à la prochaine. Eh bien, merci beaucoup et tout pareil pour vous. Et à tout à chacun. À la prochaine. Allez, on fait comme ça. Salut les amis, à tout bientôt.